anglais volontairement. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est à peu près la même chose. On présente des lettres, puis un chiffre, de façon cachée, parce qu'il est tout de suite coincé entre les chaînes, vous voyez. Et ce chiffre peut être soit en forme de chiffre, soit en forme de lettre, soit en anglais, soit en français. Donc vous voyez, ça peut être compliqué. Et puis derrière, on va vous présenter un chiffre. Alors là, vous voyez franchement, parce qu'il n'y a plus rien derrière. Là, il est égal à 6. Et le but du jeu, c'est que vous devez dire si le chiffre que vous voyez est plus grand ou plus petit que 5. C'est facile. Si c'est plus grand que 5, vous appuyez à droite sur un bouton de souris. Si c'est plus petit que 5, vous appuyez à gauche avec le bouton de souris. Alors si je vous dis 9, boum, 3, boum, et vous faites ça plein de fois. Mais pendant ce temps-là, je vous présente un chiffre là, subliminal. Et bien sûr, deux cas de figure peuvent se présenter. C'est ce que j'appellerais un essai congruent, à savoir que le chiffre caché est lui-même du même côté. Donc là, 6 est plus grand que 5 et 9 est plus grand que 5. Mais on peut voir un essai incongruent. Dans ce cas, le chiffre caché, ici 1, est plus petit que 5, alors que le 6 que vous voyez est plus grand que 5. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, quand on enregistre l'activité électrique du cerveau, donc avant de faire de l'IRM, on s'aperçoit déjà que, en moyenne, c'est un effet extrêmement petit, il vous faut un peu plus de 20 millièmes de seconde pour répondre que 6 est plus grand que 5 si on vous a caché un 3 avant. Autrement dit, le cerveau a hésité un petit peu, mais vous ne le savez pas. Alors qu'est-ce qu'on voit nous avec nos images indiscrètes? Eh bien, on s'est amusé à regarder la région qui commande le mouvement du pouce. Quand vous appuyez à gauche, c'est le côté droit qui est activé. En fait, un petit peu aussi à gauche, mais c'est surtout le côté droit. Quand vous appuyez à droite, c'est le côté gauche. Et on a essayé de comparer. Eh bien, ce qu'on a observé, c'est un peu compliqué, donc je vous résume. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans les essais incongruents, le cerveau avait commencé à préparer à faire une réponse dans votre dos. Donc je m'explique. Si je vous présente one, de façon subliminale, vous ne voyez rien, eh bien votre cerveau a vu qu'il y avait one. A dit ça veut dire 1. A dit que c'était plus petit que 5, et a préparé votre pouce gauche et appuyé sur le bouton. Tout ça dans votre dos. Puis d'un seul coup apparaît 6, et vous, tout naïvement, vous appuyez avec le bouton de droite. Voilà. Et nous, ce qu'on voit, c'est que le cerveau a commencé déjà à se programmer à répondre du côté gauche. Et brutalement, toute la programmation doit passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a un petit retard dans la réponse. Et vous voyez, on est capable aujourd'hui de voir ce genre de choses. Donc, je pourrais vous en parler pendant des nuits, donc on va pas le faire, mais on explore beaucoup de choses. Le calcul, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites du calcul exact ou du calcul approximatif, c'est pas la même chose. Si je vous demande combien font 5 plus 4, eh bien vous allez activer cette région ici et celle-là. Si je vous demande simplement est-ce que 5 plus 4 est plus grand que 7, donc c'est très approximatif, vous voyez que vous allez activer d'autres régions, et en particulier des régions du côté droit du cerveau. Et ça, il y avait quelqu'un qui l'avait remarqué sans faire d'image, c'est monsieur Einstein, qui disait qu'intuitivement, il avait des intuitions mathématiques, mais s'il n'arrivait pas à les exprimer sous forme d'équations, ça lui prenait du temps. Et pour cause, c'est que c'est deux choses différentes qui impliquent des régions différentes du cerveau. Et ceci va me permettre de faire une transition sur la dernière partie qui est autre chose. Et vous voyez que je n'ai pas mis E égale MC2. J'ai mis une autre équation, parce qu'en 1905, Einstein a publié 4 articles, dont 2 lui ont valu 2 fois le prix Nobel, même s'il n'a eu qu'une fois. Un de ses travaux porte sur la diffusion moléculaire. Alors la diffusion moléculaire, vous savez peut-être tout ce que c'est. Si je mets du vin dans de l'eau, vous voyez qu'il va y avoir un mélange. Eh bien, il est possible, c'est donc ça que j'ai développé depuis une quinzaine d'années maintenant, il est possible d'étudier par résonance magnétique non seulement les molécules d'eau qui s'aimantent, mais comment ces molécules d'eau bougent, comment elles diffusent sur des trajets qui sont de l'ordre du micron. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imagerie de diffusion de l'eau? Donc, encore une fois, dans le cerveau, il y a plein d'eau. Ces molécules d'eau, elles bougent, elles se promènent. Et voilà une image, bon, elle est ancienne celle-ci, mais peu importe, qui montre une coupe du cerveau dans ce sens. Vous voyez donc la matière grise et la matière blanche. Et là, aux surprises, la matière blanche n'est pas blanche partout. Vous voyez qu'elle est blanche ici, sur mes images, mais ici, c'est de la matière blanche, et elle est noire. C'est de la matière noire dans le cerveau. Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a mesuré le mouvement des molécules d'eau dans cette direction. Eh bien, il semblerait qu'ici, les molécules d'eau puissent bouger assez facilement, dans ce sens-là, alors que là, elles ne peuvent pas. Alors l'explication, bon, je simplifie bien sûr à l'extrême, c'est que nous avons affaire encore une fois aux câbles qui relient les neurones entre eux. Eh bien ces câbles, ce sont des tuyaux, et l'eau, on peut comprendre qu'elle peut
bouger assez facilement dans le sens de ces fibres, mais dans le sens contraire, c'est beaucoup plus difficile. Donc ici, en fait, on a affaire à ce qu'on appelle le corps calleux, donc une structure qui relie les deux hémisphères, qui est orientée comme ça, les fibres vont de gauche à droite et droite à gauche. Donc les molécules d'eau, si on regarde comment elles bougent dans ce sens-là, ben, c'est plus dur. Alors que là, on a affaire au faisceau pyramidal, donc un autre faisceau de substance blanche qui est aligné dans le sens de la mesure. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait découvert en 1990, et bien sûr, on a tout de suite pensé que, ben, voilà, on a trouvé un outil pour nous permettre de voir les câbles du cerveau. Et voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ça, c'est fait par l'école de Johns Hopkins à Baltimore. On est capable de voir, dans ce qu'on appelle le tronc cérébral au cervelet, toutes ces fibres, donc comment le cerveau va se connecter. Non seulement on voit les régions qui sont activées, mais on commence à voir les autoroutes de l'information qui permettent à tous ces neurones de se connecter. Voilà à peu près, ça c'est pour les cheveux du malade, c'est le corps calleux. Hein. Donc ce sont les fibres qui se croisent au centre du cerveau. Et chez un patient qui a une tumeur, on voit que par exemple ces fibres sont déplacées dans l'espace. Alors chez nous, Jean-François Mangin a mis au point aussi une autre méthode un peu différente qui permet de voir ces fibres en 3 dimensions. Et en particulier donc de reconstituer sur un cerveau d'un de mes collègues les fibres. Vous voyez, donc on commence à être capable non seulement de disséquer le cerveau virtuellement, mais de voir des choses extrêmement subtiles qui ne sont pas visibles même si on dissèque le cerveau. Ça on n'est pas capable de voir ça. C'est quelque chose qui est presque fonctionnel. Alors, à quoi ça peut servir? Un des derniers exemples, parce que le temps passe. Il s'agit donc de reprendre maintenant ce que je vous ai dit sur l'activation du cerveau, mais d'y rajouter le câblage. Donc, imaginez que vous êtes en train de lire quelque chose qui est devant vous. Quand vous voyez quelque chose à gauche, je vous ai dit au début de l'exposé que l'information visuelle arrive à droite. Donc, quand vous regardez quelque chose, un mot qui est à gauche, il va activer la région visuelle qui est du côté droit. Si inversement, vous voyez un mot qui est à droite, il va se projeter du côté gauche du cerveau, donc arriver sur cette tache jaune ici. Alors quand on fait nos expériences, on voit bien, par exemple ici, que si on vous présente un mot du côté droit, l'activation visuelle, et puis un peu plus en avant, une autre région, qui est la région qui sert à détecter les mots. C'est une région qui vous dit, ce que tu as vu, c'est un mot. Voilà. Donc l'information doit passer quelque part entre les deux. Inversement, si je montre le mot du côté gauche, eh bien, vous voyez qu'ici, la région visuelle est activée et la région qui détecte les mots est activée aussi, mais l'information a dû croiser le cerveau. Elle est donc passée par cette structure dont j'ai parlé, qui est le corps calleux. Elle a dû croiser le cerveau. Tout ça, c'est normal. Mais on est tombé sur un patient de la Salpêtrière qui est alexique. On a vu les aphasiques, maintenant on voit les alexiques, on a vu les acalculiques. Donc A, ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire quelque chose. Celui-là, il ne peut pas lire. En fait, il peut très bien lire, sauf si les mots sont présentés du côté gauche. Donc, on lui présente un mot à droite, pas de problème. Le mot à gauche, il ne voit rien. En fait, il voit. La preuve, c'est qu'on voit, nous, qu'il est activé sur le plan visuel, mais il ne peut pas dire que c'est un mot, parce que l'information, a priori, ne doit pas passer dans le corps calleux. Alors qu'ici, par contre, il n'y a pas de problème. Alors sur les images d'IRM, pour un médecin, un radiologue, il devine déjà qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais on va plus loin, puisque maintenant on est capable de faire des cartes des fibres qui relient ces régions. Donc en rouge, c'est ce qu'on espère chez le sujet normal, de la région visuelle à la région qui détecte les mots. Eh bien, en bleu clair, on a représenté les fibres qu'on a obtenues chez ce patient, et vous voyez que ça passe plus, c'est coupé. Donc, sur le plan, la région qui sert à détecter les mots marche normalement, la région qui sert à voir marche normalement, mais c'est le lien entre les deux qui est cassé. Alors ce type de recherche et d'études commence à se faire dans des troubles, par exemple la dyslexie. On s'est aperçu que le cerveau est absolument normal, les gens sont normaux, mais il y a des régions où l'information ne passe plus parce que les câbles sont mal organisés. Dans la schizophrénie, on commence aussi à mettre en évidence des troubles de la connexion. Alors ceci est en train d'exploser, bien entendu, puisqu'on est maintenant capable, plus ou moins, de reconstituer le câblage du cerveau. Alors ça, c'est des expériences qui sont faites avec des aimants extrêmement puissants. On va voir ça dans très peu de temps, 9,4 Tesla, chez le chat. On est capable donc de stimuler visuellement un chat. Il est simplement endormi, on n'y touche pas plus. Et on voit donc à l'arrière de son cerveau les régions visuelles, mais on voit aussi le câblage, donc comment l'information visuelle rentre dans cette partie du cerveau et comment elle en sort. Donc, vous voyez que l'imagerie par résonance magnétique est devenue un instrument essentiel pour comprendre le cerveau, voir les neurones à l'action. Alors, notre rêve maintenant, là ce que je vais vous décrire, c'est le futur. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Eh bien,
jusqu'à présent, donc, on détecte l'activation cérébrale parce qu'il y a plus de sang qui arrive. Alors, je vous ai dit d'abord l'effet est retardé, on ne voit pas vraiment les neurones. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'effet, il n'est pas forcément bien localisé. Parce que vous avez peut-être, je sais pas moi, 5000 neurones sur une certaine distance, eh bien, quels que soient les neurones qui sont activés dans ce groupe de 5000, c'est la même petite artère qui va leur apporter du sang. Donc l'effet n'est pas aussi localisé qu'on voudrait. Alors récemment, là, avec une autre de mes élèves, Anne Darquier, on a découvert quelque chose de nouveau, à savoir qu'on est capable de détecter l'activation du cerveau, ici encore une fois dans les régions visuelles, en observant le mouvement des molécules d'eau. Toujours l'eau, hein, c'est vraiment le fil rouge de mon exposé. Eh bien, en effet, on s'aperçoit que quand le cerveau est activé, les molécules d'eau ralentissent. Alors pourquoi elles ralentissent? On n'a pas complètement prouvé, on a quand même de bons arguments. Eh bien, il semblerait que les neurones qui sont activés gonflent. Alors, ne me dites pas que c'est pour ça que vous avez mal à la tête quand vous travaillez trop, mais les neurones gonflent de 1 à 2%. Ça, c'est apparemment démontré quand même, mais le lien n'est pas évident. Et ce gonflement des neurones serait responsable du fait que les molécules d'eau ont plus de mal pour bouger, et ça se verrait sur ces images. Donc, vous voyez, est-ce qu'on va arriver à voir les neurones directement, voir leur connexion, voir comment le cerveau se construit? Ce sont des images de souris obtenues à 13 jours après conception, et c'est mes collègues de Caltech qui ont fait ça. On peut montrer en marquant une cellule, voir quel est le devenir de cette cellule dans le cerveau, comment elle va bouger. Donc chez l'homme, je vous ai montré, plutôt chez le bébé, ce qui se passe, voir les gènes en action. Le cerveau, c'est vrai que c'est essentiellement l'environnement, la plasticité, etc., mais il y a quand même un programme génétique à la base, et on commence à savoir faire ce qu'on appelle des agents intelligents qui sont capables de vous dire si dans un certain nombre de cellules, il y a un gène qui est exprimé ou pas. Et puis, c'est vrai que l'eau, c'est vraiment important, mais il y a d'autres molécules que l'eau. Je vous ai parlé des neuromédiateurs. On est capable aussi, par résonance magnétique, maintenant d'étudier d'autres médiateurs. Alors, le futur, c'est d'avoir cette machine de rêve qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans l'exploration du cerveau. Et donc, c'est la course vers les très hauts champs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les très hauts champs? Eh bien, c'est de pouvoir repousser les limites physiques. En gros, les images que je vous ai montrées ont une précision de l'ordre de 1 mm ou un petit peu moins. On voudrait descendre à quelques dizaines de microns. Les images, on les obtient en 1 seconde. On voudrait les obtenir en 10 fois moins de temps, etc., etc. Alors, comment faire? Eh bien, la règle, c'est simple, c'est que plus le champ magnétique va être intense, plus le signal qu'on va récupérer va être important, et plus on verra de détails. Autrement dit, on doit faire une sorte de microscope. Voilà un aimant tout à fait classique qu'on trouve en milieu hospitalier. Cet aimant opère à 1,5 Tesla. Alors je vous ai mis ici qu'un Tesla, c'est 10 000 Gauss. Et le champ magnétique qui fait dévier votre boussole à Paris est de 0,5 Gauss. Voilà. Donc vous voyez que le champ magnétique produit par cet aimant est 30 000 fois supérieur au champ magnétique à Paris. Ça, c'est une machine standard. À Orsay, nous avons la chance, il y en a 4 comme ça en France, d'avoir une machine qui fonctionne à un champ 2 fois plus grand, à 3 Tesla. Donc tous les résultats que je vous ai montrés aujourd'hui ont été obtenus avec cette machine, pratiquement. Aux États-Unis, il commence à y avoir des aimants encore plus puissants qui fonctionnent à 7 Tesla et plus. Il y en a 3 d'installés. Donc vous voyez, ça fait 140 000 fois le champ magnétique terrestre. Alors j'ai réussi quand même à convaincre un certain nombre de mes collègues et surtout les structures administratives à construire un nouvel institut de recherche qu'on a appelé Neurospin, qui va nous permettre de coupler la physique au cerveau, de construire donc des aimants du futur, avec des champs magnétiques encore plus importants, puisque nous visons plus de 10 Tesla, pour pouvoir donc avoir des informations extrêmement précieuses qu'on n'a pas aujourd'hui sur le cerveau humain. Et tout ceci, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Je vous ai cité au fur et à mesure les collègues de mon équipe, mais là, il va falloir encore beaucoup plus de monde, des spécialistes, des physiciens, électroniciens, spécialistes des méthodes de radiofréquence, je parle des ondes radio, des aimants, des gens spécialistes d'informatique pour pouvoir décortiquer le fonctionnement cérébral, trouver ce fameux code neural, et bien sûr des médecins et des biologistes. Voilà. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous serez convaincu que le siècle qui commence, c'est un autre défi pour l'homme. Est-ce que l'homme va arriver à connaître son propre cerveau? Donc c'est grâce à des instruments modernes qui vont petit à petit se construire qu'on aura peut-être la chance de découvrir notre cerveau et d'avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, on verra bien. Voilà, je vous remercie beaucoup.